d'union des droites, c'est un de vos grands thèmes, mais quel terrain commun pourrait-il y avoir, par exemple, entre un Éric Zemmour, une Marine Le Pen et un Xavier Bertrand? Quel terrain commun pourrait vous rassembler, programmatique ou idéologique? D'abord, c'est mon grand thème. Oui, j'en parle, mais ce n'est pas un totem. C'est votre levier. Voilà, exactement. C'est un levier. C'est simplement parce que je considère aujourd'hui, mais on va en parler, que seule une union vaste des droites peut l'emporter et donc peut imposer une politique qui sauvera la France du grand remplacement, etc., de ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon. Ça, c'est une première chose. Maintenant, vous me dites, qu'est-ce qui me relie à Marine Le Pen, à d'autres à droite? Je ne suis pas sûr que Xavier Bertrand, lui, s'inscrive dans cette position. Il se dit de droite. Il se dit de droite, mais en vérité, au nom de sa conception du cordon sanitaire, il est en fait du côté d'Emmanuel Macron. Bruno, mais voilà, disons cela. Mais en fait, essayons de voir les choses de haut. Parce qu'on peut se poser des questions. Marine Le Pen le conteste, par exemple. Elle a le droit. Pour elle, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de clivage droite-gauche. Pour parler vite et prendre un peu de hauteur historique, le clivage droite-gauche, les historiens nous l'ont appris, il est né dans cette fameuse histoire du veto du roi en 1789. Ceux qui étaient pour que le roi garde un veto se sont mis à droite de l'Assemblée et ceux qui étaient contre le veto se sont mis à gauche. Et puis ce clivage droite-gauche, il a évolué au fil du temps, il s'est structuré autour d'un sujet à chaque fois. Quand je vous parle du roi, là, vous voyez bien, on discute des institutions, monarchie, république, etc. Après, on a parlé de la question sociale. Après, on a parlé de la guerre, de la paix avec les Allemands. Et puis ensuite, on a reparlé de la question sociale avec le communisme dans les années 50. Le clivage droite-gauche, à chaque fois, mutait. Il y a une trentaine d'années, dans les années 90, on a eu le fameux référendum sur Maastricht et on a vu un nouveau clivage s'imposer entre ceux qui étaient pour le oui et pour le non. Il y avait à chaque fois, dans chaque camp, des gens de droite et des gens de gauche. Il y avait des gens de droite et des gens de gauche pour le oui, il y avait des gens de droite et des gens de gauche pour le non. Pour le non, il y avait Jean-Pierre Chevènement qui était à gauche, il y avait Philippe de Villiers qui était à droite, il y avait Charles Pasqua, Philippe Séguin, Jean-Marie Le Pen, et à droite, c'était la même chose. Évidemment, il était tentant, et je vous le dis en toute bonne foi, parce que moi-même, j'ai écrit des dizaines d'articles là-dessus, dès les années 90, je voyais bien l'émergence de ce clivage, et je pensais qu'il fallait faire fond sur lui. Sauf qu'il y a eu deux choses. D'abord, les camps du non, qu'on appelait les républicains des deux rives, ne se sont jamais alliés. Ça a été un échec, il faut le dire. Ça a été un échec. Bon. Et deuxièmement, le camp du oui a fini par s'allier derrière Emmanuel Macron. Mais derrière Emmanuel Macron, il y a encore des gens de droite et il y a encore des gens de gauche qui, d'ailleurs, se déchirent et ne se supportent guère. Oui. Donc, ce que je pense, c'est que d'abord, je vous le dis, ce nouveau clivage, ce clivage défendu par Marine Le Pen et d'autres, et son conseiller Jérôme Sainte-Marie, avec son bloc populaire contre son bloc élitaire, a un autre défaut, c'est que le bloc populaire perd toujours. Parce qu'en France, c'est ce qu'ont fait et le général de Gaulle et François Mitterrand, on ne gagne que si on prend une partie de la bourgeoisie et les classes populaires. C'est pour ça qu'elle se veut être le porte-parole ou le défenseur de ce bloc populaire. Oui, elle est le porte-parole, elle se veut le porte-parole, c'est tout à fait légitime, sauf qu'avec ça, elle ne gagnera jamais. Pourquoi? Parce que le bloc populaire est toujours perdant. Il faut absolument qu'il y ait une partie de la bourgeoisie qui vienne se rallier. Oui, ils votent, mais ils sont minoritaires. Mais ils perdent, non, ils perdent. Mais c'est perdant d'avance, et ça perdra toujours. Il faut absolument qu'il y ait une partie de la bourgeoisie, que j'appelle bourgeoisie patriote, qui rallie ce camp. Votre modèle, c'est ce qui s'est passé en Italie. Mais alors, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui, je pense que dans toute l'Europe, le clivage droite-gauche est en train de renaître de ses cendres, et pourquoi il renaît de ses cendres? Parce qu'il a trouvé un nouveau thème de polarisation. Je vous ai dit, ce n'est plus les institutions, ce n'est plus la question sociale, ce n'est plus, voyez, la guerre ou la paix, c'est l'identité et la question civilisationnelle. Et autour de cet axe vont se polariser les électeurs. Ceux qui seront, comme d'habitude, c'est la gauche qui est en pointe. C'est la gauche qui réinvente ce clivage droite-gauche. On le voit avec la NUPES, on le voit avec Jean-Luc Mélenchon, on le voit avec Sandrine Rousseau. Donc plus que jamais, vous croyez en cette union des droites? Attendez. Cette gauche, elle est axée autour de quoi? Elle est axée autour de deux éléments, qui sont d'ailleurs des éléments sociologiques de son électorat, on l'a vu lors de la présidentielle de 2022. C'est 1, l'islamisation, 2, l'idéologie woke. Ce sont les deux axes fédérateurs de cette gauche aujourd'hui. Donc tous ceux
qui sont contre cette idéologie woke, qui pensent que le privé ne doit pas être politique sous réserve de passer dans un régime totalitaire, sont de droite. Mais tous ceux qui sont contre l'islamisation du pays qui sont est de les droite. députés à l'Assemblée nationale? Qui est ancré dans le paysage politique français? Marine Le Pen. Bien sûr, mais pas seulement d'ailleurs, il y a LR aussi. Je sais bien, mais vous savez, je ne Marine Le partage Pen... pas votre analyse. Mais non, attendez, elle ne partage pas mon analyse, j'ai bien compris, ça ne m'a pas échappé. Ça ne lui a pas nui. Ça ne lui a pas nui, enfin, elle a eu 89 députés. Elle a eu beaucoup de chance, elle le reconnaît elle-même, mais 89, vous savez, pour avoir la majorité à l'Assemblée, il faut 289. Donc sa stratégie n'est peut-être pas aussi victorieuse, même si elle a eu les premiers bénéfices. Donc ce que je veux dire, pour revenir sur l'Italie, effectivement, dans toute l'Europe aujourd'hui, est en train de se forger une nouvelle droite autour des questions identitaires. Vous avez vu la campagne de Meloni qui s'est incarnée par sa fameuse déclaration « Je suis une femme ». Je suis chrétienne, je suis une mère et je dis non à l'idéologie woke, LGBT et à l'islamisation du pays. Je pense que c'est exactement l'axe de ma campagne présidentielle, sauf que je n'étais pas une femme. Je pense donc qu'aujourd'hui, la droite et la gauche va se reforger, va se refonder autour de cet axe. Alors, parlons Reconquête, il reste quelques minutes. La prochaine échéance pour Reconquête, en fait, ce sont les élections européennes. Est-ce que l'avenir de votre parti se joue aux européennes? Écoutez, je pense d'abord qu'il se joue à court terme, là, dans ce que nous faisons. Parce qu'il faut dire, j'ai parlé beaucoup du combat des idées, du combat des mots, j'ai parlé de francocide, de grand endoctrinement, ça c'est, je dirais, mon registre habituel. Mais il y a un autre registre qui ne m'est pas habituel et qui est le registre de Reconquête, qui est le thème de l'action. Qui, par exemple, a pour lancé la campagne à Calac, vous savez, dans ce petit village breton, contre l'imposition de migrants dans ce petit village. Reconquête. Qui a manifesté contre le déboulonnage des statuts? Attendez, des statuts... Mais ça, c'est comme un mouvement politique. Mais justement, attendez. Qui a milité et contre le déboulonnage de la statue dans les Sables d'Olonne, de Saint-Michel, la statue de Saint-Michel? Oui. Reconquête. Qui a empêché... Attendez, oui, c'est des militants. Oui, mais attendez, vous êtes bien placé pour savoir qu'il faut un chef. La question qui se pose à le chef, c'est moi. C'est l'élection. Vous êtes sûr? Il me semble. Certains ils voient peut-être une autre ambition. Est-ce qu'elle s'entrechoque avec la vôtre, Marion Maréchal? Écoutez, non, franchement, Marion Maréchal est une femme formidable. Je l'aime beaucoup. Elle est de grande qualité. Il y a beaucoup de gens de grande qualité autour de moi. Il y a Marion Maréchal, il y a Guillaume Pelletier, il y a Nicolas B. C'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que c'est votre dauphin? Mais c'est ma réponse. Est-ce que vous dirigerez la liste de Reconquête aux européennes? Et on verra. Pour l'instant, je ne m'interdis rien. Cela est très possible. Vous savez, les ambitions sont tout à fait légitimes. Hein. C'est normal en politique. Jusqu'où? Jusqu'à contester le chef? Mais je n'ai pas, moi, l'impression que Marion Maréchal ne me conteste. Au contraire, nous vivons dans une ambiance tout à fait sereine. Ce que je veux dire, pour reprendre... Vous êtes en train de me dire tout va bien, Madame la Marquise. Mais oui, tout va bien, Madame la Marquise, mais il n'y a pas... Le feu brûle, mais... Non, le feu brûle ailleurs, parce que vous ne m'avez pas laissé finir. Je pense que Reconquête doit aussi être dans l'action de tous les jours. C'est-à-dire que nous devons montrer notre utilité. Par exemple, regardez, pour l'école, qui a alerté sur l'effondrement de l'école et sur l'islamisation, l'offensive islamique à l'école? Reconquête. Qui va manifester la semaine prochaine en mémoire de Samuel Paty et contre l'islamisation de l'école? Reconquête. Qui a empêché également la visite de mosquées pendant la journée du patrimoine? Reconquête. Vous voyez, je pense que Reconquête doit être sur le terrain en permanence. Je n'ai pas besoin de vous poser ma dernière question. Vous avez répondu. Candidat pour 2027. On verra, vous savez, c'est loin 2027. Je pense les européennes, c'est plus près, vous nous avez les pas européennes, répondu. c'est plus près. C'est loin tout ça, les échéances. Moi, j'essaye de construire un parti. Nous avons un parti dynamique, un parti qui continue à avoir des adhésions. Donc, l'action politique, je vous l'ai définie. Nous devons marcher sur nos deux jambes. Les idées, le combat des idées et l'action sur le terrain. Nous devons être le moteur de la droite. Et il faut que les électeurs comprennent que s'ils veulent cette union des droites dont nous parlions, il faut voter pour Reconquête. Ils commencent déjà à le comprendre. Vous avez vu l'élection partielle récemment où Mme Trochu, qui est la présidente des conservateurs, qui est une alliée de Reconquête, a obtenu 20% à Versailles. C'est pas rien, 20%, alors qu'il y avait un candidat RN, un candidat LR et un candidat En Marche. Merci Éric Zemmour d'avoir été notre invité ce dimanche.